tout à l'heure, il va lui nous présenter les leviers agronomiques pour améliorer l'autonomie en azote à l'échelle des exploitations agricoles. Merci Jacques, bonjour à tous. Donc effectivement, moi je vais vous parler d'autonomie des exploitations agricoles vis-à-vis de la ressource en azote surtout. Je parlerai un petit peu de phosphore. Donc un petit peu l'aspect comment notre agriculture peut devenir moins dépendante de la ressource en engrais. Alors, première diapo, où j'essaye de les passer moi-même. Oui, alors j'ai refait un petit historique des grands enjeux qui ont, on pourrait dire, drivé les travaux qui ont été faits sur l'azote, notamment les années 60, 70, voilà, produire plus. L'Europe, après la guerre, devait retrouver son autonomie alimentaire. Dans les années 80, les premières alertes concernant l'impact des nitrates sur la potabilité de l'eau, avec en France notamment le rapport Hénin, et puis à l'échelle européenne, la première directive nitrate qui date de 1991. Dans les années 90, l'eutrophisation, les marées vertes, avec la contribution des apports de N et P dans les écosystèmes aquatiques. Année 2000, la montée en puissance de l'enjeu climatique avec le troisième rapport du GIEC qui n'a pas démontré la réalité du changement climatique. Les rapports précédents le disaient déjà, mais a vraiment apporté la preuve de la responsabilité humaine dans ce changement climatique du fait des émissions de CO2 liées à l'utilisation des énergies fossiles, mais les émissions de N2O liées à l'usage des engrais azotés étaient aussi mises en exergue. Et puis, un petit peu en parallèle aussi, les premières alertes sur la responsabilité des composés azotés gazeux de type ammoniac ou NOx sur la qualité de l'air. Les années 2010, le concept de cascade de l'azote. Alors là, on est deux idées importantes. En fait, c'était l'idée que les quantités d'azote que l'on introduisait dans le grand cycle de l'azote du fait de la fabrication des engrais, notamment, modifiaient le cycle de l'azote à l'échelle planétaire avec une cascade d'impact qui conduisait à l'idée que se concentrer sur un poste de perte en particulier était insuffisant puisque l'azote, il bouge, il se transforme, il se déplace, et donc il y a cette cascade d'impact sur l'ensemble des compartiments de l'environnement. Voilà. Et puis plus récemment, ça a déjà été évoqué, la crise Covid, la guerre en Ukraine, les tensions sur les marchés du gaz et de l'énergie, avec une remontée en puissance de cet enjeu de souveraineté alimentaire et du coup d'autonomie de notre agriculture vis-à-vis des ressources qu'elle utilise, l'énergie bien sûr, mais aussi le gaz, les engrais ou les protéines. Voilà. Et donc, c'est ce dernier enjeu, question de l'autonomie, que je vais détailler. Alors, ce graphique, vous le connaissez sûrement, l'évolution des livraisons d'engrais minéraux en France, en remontant jusqu'au début, loin en arrière, avec une augmentation très importante de l'utilisation des engrais NPK en France après-guerre. Et puis, surtout pour les éléments P et K, du fait des progrès de la fertilisation raisonnée et puis de la recherche de réduction des charges dans les exploitations agricoles, une baisse très importante sur les engrais P et K, moindre pour l'azote. Alors, mon graphique n'est pas tout à fait à jour, il manque les dernières années, mais on voit quand même ce très gros effort qui a été fait et les progrès qui ont été faits pour que notre agriculture soit moins dépendante des engrais P et K. En azote, la baisse est beaucoup moins spectaculaire. Alors, de quel levier on dispose pour accroître l'autonomie en azote
notre agriculture. Alors, il y en a 3 grands que je vais rapidement passer en revue, que vous connaissez, qui ont déjà été évoqués. Alors, s'agissant de l'azote, on a ce levier favoriser l'entrée d'azote par fixation symbiotique grâce à ces espèces légumineuses comme le soja, le pois, la luzerne, le trèfle, qui ont cette particularité d'héberger dans des nodules associés à leurs racines une bactérie qui est capable de réduire le diazote de l'air en ammoniac, lequel ammoniac est ensuite introduit dans des acides aminés et des protéines, et donc va alimenter la plante en azote sans qu'on ait besoin de lui apporter d'azote des engrais. Alors les ordres de grandeur des quantités fixées sont évidemment très variables, ça peut aller de quelques dizaines de kilos jusqu'à 100 voire 200 kilos dans des fixés par an pour des légumineuses fourragères pérennes comme la luzerne par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que cet azote qui entre par fixation symbiotique non seulement va profiter à l'espèce en place, mais aussi aux cultures suivantes via recyclage des résidus de culture notamment. Un point important, parce qu'il y avait au départ un petit peu de controverse scientifique là-dessus, c'est que cette entrée d'azote par fixation symbiotique, elle est non émettrice de N2O. Ça, on en est maintenant sûr. Les limites, évidemment, de ce processus, malgré tout son intérêt, c'est que la fixation symbiotique, vous le savez bien, elle diminue, elle est moindre quand il y a de l'azote minéral disponible dans le sol. La plante va à ce moment-là préférer absorber l'azote minéral présent dans le sol plutôt que consommer de l'énergie pour faire de la fixation. Et puis une grosse limite, c'est aussi que la surface en légumineuses, on dit qu'il faut faire des légumineuses, il faut mettre des légumineuses dans les successions de cultures, mais on ne peut faire des légumineuses que s'il y a des débouchés. Donc ça renvoie à des questions sur l'alimentation animale et humaine, puisque les débouchés peuvent être de ces deux côtés-là. Alors, il y a des gros leviers pour progresser encore de ce point de vue. En Europe, il y a ce levier de relocalisation de la production d'aliments pour animaux riches en protéines. On est à l'échelle de l'Union européenne, je crois, à 50% d'autonomie protéique. On importe énormément de soja, et ce sont des aliments riches en protéines qu'on pourrait produire en Europe. Ce serait gagnant-gagnant, puisque du coup, on introduirait aussi des légumineuses dans les successions et on accroîtrait notre autonomie en azote. Un autre levier, c'est aussi d'accroître la part des protéagineux dans notre alimentation, plus de pois, de lentilles, de choses comme ça. Alors, quand même, oui, la fixation symbiotique, c'est un levier mobilisable, intéressant. Pour illustrer aussi les limites, je vous présente là le travail qui a été fait par un de mes collègues, Pietro Barbieri. On a imaginé un monde dont l'agriculture serait 100% bio, donc sans utilisation d'azote de synthèse, et on a simulé le cycle de l'azote à l'échelle planétaire, mais à une résolution spatiale fine, donc dans des mailles de 10 km sur 10 km, où on a simulé le cycle de l'azote, donc sans entrée d'azote de synthèse, dans les systèmes agricoles tels qu'ils existent, en tenant compte des spécificités de ce que serait une agriculture bio. En particulier, le fait que dans les successions de cultures en bio, il y a plus de légumineuses que dans les successions de type agriculture conventionnelle. Alors c'est ce qu'on voit sur ce graphique. Vous avez alors de part et d'autre de l'axe vertical, est-ce que la proportion de céréales dans les successions, par exemple, augmente ou diminue entre une agriculture conventionnelle ou une agriculture bio? Et donc, sans surprise, ce qu'on voit en Europe, par exemple, c'est que dans des successions bio, on a moins de céréales, moins 12%, mais plus de légumineuses, plus 6%, et plus de cultures fourragères, plus 17%. Donc évidemment, ça va modifier le cycle de l'azote, les entrées d'azote par fixation symbiotique, et donc ça, on en a tenu compte dans le modèle.
Ce qui apparaît, c'est que, bien qu'on tienne compte de ces entrées supplémentaires d'azote par fixation symbiotique dans un monde simulé bio, c'est qu'à l'arrivée, on a quand même, du fait de l'absence totale d'apport d'engrais de synthèse, moins 34% de production alimentaire, quand on exprime ça en calories, qui est surtout liée à une baisse de la production végétale, moins 58%, et cette baisse de la production végétale, elle s'explique à 77% par une déficience en azote. Voilà. Donc l'entrée d'azote par fixation symbiotique, c'est intéressant, mais dans la simulation faite, ça ne suffirait pas pour maintenir le niveau actuel de production agricole, même avec des systèmes de culture donnant plus de place aux légumineuses. Deuxième grand levier pour accroître l'autonomie en azote, bien sûr, c'est le recyclage. Alors, comme vous le savez, hein, j'ai représenté à droite des flux entrants, sortants d'un animal. Alors là, c'est une vache laitière qui consomme 500 grammes d'azote par jour. Et quel est le devenir de cet azote? Il y a à peu près un quart, 27%, qu'on va retrouver dans les protéines du lait. Mais la grande majorité, 33% plus 38%, je ne vois plus bien mes chiffres, qui vont être dans les effluents, dans les urines et dans les fesses produites par cette vache. Alors bien sûr, on a fait des progrès en termes de rationalisation des modes d'alimentation, mais malgré ça, il demeure qu'un animal rejettera toujours une partie importante de l'azote et des autres aliments qu'il consomme. Alors, ce qu'on sait maintenant, hein, c'est que cet azote, mais c'est aussi vrai pour les autres éléments minéraux, il est, quand on l'utilise bien, aussi efficace que l'engrais que l'azote des engrais minéraux. Alors, bien sûr, il y a des points de vigilance, on en parlera après pour limiter les pertes. Un point un petit peu d'actualité, parce qu'il se raconte des fois des bêtises là autour, c'est que le fait que de plus en plus on valorise les effluents d'élevage, notamment pour faire de l'énergie, c'est la filière méthanisation, ça ne réduit pas la quantité d'azote disponible, puisque le processus de méthanisation, il est conservatif pour l'azote. Il y a autant d'azote dans les digestats qu'il n'y en a dans les matières organiques entrantes dans le méthaniseur. Alors, bien sûr, les limites au recyclage, c'est la ségrégation géographique entre culture et élevage. Ça a été évoqué tout à l'heure en introduction. Hein. Les élevages et les cultures ne sont pas aux mêmes endroits, surtout dans nos pays. Il y a toujours une limite qui est l'extrême variabilité de composition de ces effluents d'élevage, les incertitudes sur les teneurs, et puis des rapports NP, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, qui sont pas forcément ajustés aux besoins. Donc dans les pistes pour maximiser ce recyclage, parce qu'on dit souvent, oui, pour utiliser moins d'engrais minéraux, il n'y a qu'à utiliser plus d'engrais organiques. Mais les engrais organiques, ils sont déjà recyclés, ils sont épandus sur les sols. Voilà. Simplement, ça n'est pas optimisé, on va le voir après. Donc dans les leviers, il y a bien sûr réassocier agriculture et élevage à différentes échelles pour optimiser les possibilités de recyclage, consolider les références, puisqu'on le verra, hein, les agriculteurs souvent, du fait de cette incertitude sur les quantités d'azote, de phosphore apportées par les effluents d'élevage, vont avoir tendance à faire un apport d'engrais minéral de complément, peut-être au-delà de ce qui serait nécessaire, et puis peut-être mobiliser aussi de nouveaux gisements. Ça a été aussi évoqué tout à l'heure en introduction. Alors oui, pour illustrer ce que je disais, ça ce sont des données issues des statistiques Agreste, où on compare, alors je n'ai pas de pointeur, mais si on regarde, on peut regarder uniquement la partie 2011, des statistiques sur des apports d'azote sur des parcelles qui ne reçoivent que de l'azote minéral, 161, 138, 168, alors ça correspond à différentes espèces, et puis plus à droite, les apports sur des parcelles qui reçoivent à la fois des apports minéraux et des apports organiques. Et ce qu'on voit, c'est que sur les parcelles qui reçoivent des apports organiques, les apports minéraux sont moindres que sur les parcelles
qui ne reçoivent pas d'apport organique. Donc les agriculteurs tiennent compte quelque part de ces apports d'azote via les produits organiques et réduisent les quantités d'azote apportées sous forme minérale. Mais quand on regarde le total de l'azote reçu par les parcelles qui reçoivent des apports organiques, il est en général supérieur, voire quelquefois très supérieur, aux parcelles qui ne reçoivent que du minéral. Donc tout se passe comme si l'effet de substitution n'était pas totalement mis à profit, c'est-à-dire, ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas très sûr de ce qu'apporte l'organique, donc on va mettre un complément minéral au-delà de ce qui serait nécessaire de ce fait-là. Même idée illustrée autrement, ça c'est un bilan phosphore France entière qu'on avait fait il y a quelques années. Si on regarde les prélèvements nets de phosphore, ce sont des milliers de tonnes de phosphore apportées par an à l'échelle nationale, 452 prélevés par les cultures et les prairies. Là-dessus, les apports par les effluents d'élevage, ça représenterait 310, quelques autres sources d'apports organiques, ça fait 364 au total apportés par des produits organiques. Si on fait la différence, 452 moins 364, le complément théorique qui serait apporté par des engrais minéraux, ce serait que de 88. Or, on en apporte 286, donc illustration de la même idée, hein, la substitution organique minérale n'est pas exploitée au maximum. Et ça, on le retrouve aussi plus localement. Hein. Donc là, c'est le même genre des choses, mais avec des calculs faits par département. Donc en abscisse, c'est les besoins des plantes moins ce qu'apportent les apports organiques. Et donc, si on se place sous hypothèse d'une substitution parfaite, les engrais minéraux apportés, on devrait les trouver sur la droite, là, ils ne font que compléter ce qui manque. Et en fait, les engrais minéraux apportés sont au-dessus de cette droite, où on ne ferait qu'apporter le complément à ce qui manque. Voilà. Troisième et dernier levier pour accroître l'autonomie en azote des exploitations. Donc j'ai parlé des légumineuses, j'ai parlé du recyclage. Le troisième, qui est travaillé depuis longtemps, c'est la réduction des pertes. Vous savez que le cycle de l'azote, on l'a souvent représenté par un peu un tuyau percé. C'est un élément qui se transforme beaucoup, qui se volatilise, qui est soluble. Donc on a des pertes un petit peu de partout, par lixiviation, par volatilisation, par dénitrification. Ce qui fait que quand on fait des calculs très macro, au niveau de l'Europe, 80% de l'azote qu'on apporte aux plantes, il est perdu avant d'arriver à notre assiette. Si on arrivait à réduire encore les pertes à toutes les étapes du cycle, du coup ça ferait des apports en moins à faire. Il y a beaucoup de leviers mobilisables et de fait, ils sont déjà beaucoup mobilisés. Il y a, à différentes étapes du cycle, couvrir les lieux de stockage, ajuster les apports aux besoins. On en a parlé tout à l'heure, agriculture de précision, etc. Toutes les techniques d'enfouissement, injection pour limiter les pertes par volatilisation, tous les leviers qui visent à immobiliser l'azote, notamment les cultures intermédiaires pièges à nitrate, pour le rendre non disponible à la lixiviation. Bon, alors il y a des limites à toutes ces techniques. Il y a l'imprédictibilité du climat qui continue à nous poser des problèmes avec certaines pertes qui sont un peu incompressibles. Mais quand même, ce travail de réduction des pertes pour accroître l'autonomie doit donner l'objet à poursuivre un effort de longue haleine à toutes les étapes du cycle. Alors j'insiste sur ce côté à toutes les étapes du cycle en illustrant là, donc c'est un graphique récent sur les stocks et flux d'azote à l'échelle mondiale pour les systèmes d'élevage. Le secteur de l'élevage, si on compte aussi les surfaces qui sont destinées à l'alimentation des animaux, c'est 65 téragrammes d'azote par an qui sont émis vers l'environnement, soit sous forme de nitrate dans les eaux, soit sous forme d'ammoniac dans l'air, soit sous forme de NOx, soit sous forme de N2O. N2O, c'est des petites pertes, mais avec un gros impact. Voilà, donc au total, 65 téragrammes d'azote qui sont
perdues, principalement aux étapes production des aliments pour les animaux et puis gestion des effluents, qui sont aussi un secteur important de perte. Voilà, donc j'approche de ma conclusion sur ces leviers pour réduire notre dépendance aux engrais minéraux. Bien sûr, s'agissant de l'azote, et de l'azote uniquement, hein, tout l'intérêt des légumineuses, mais je vous ai aussi illustré que ce seul levier ne suffira pas. Il y a encore des marges de manœuvre sur le recyclage, hein, on ne valorise pas assez ce levier. Également sur la réduction des pertes, à la fois pour deux raisons, hein, parce que les pertes, c'est des impacts sur des compartiments de l'environnement, et puis c'est de l'azote en moins qu'il faut compenser par des apports. Donc là, il y a un effort de longue haleine à poursuivre. Ce qu'on voit apparaître, hein, c'est le rôle clé de l'association agriculture-élevage hein, pour la maîtrise de tous ces postes, parce que l'élevage, ça veut dire qu'on peut faire des légumineuses fourragères, donc introduire de l'azote par fixation, ça produit des effluents, donc on peut le recycler, mais c'est aussi l'occasion de pas mal de postes de perte. Donc autour de cette interaction production végétale, production animale, il y a beaucoup de leviers qui se situent là. Peut-être mobiliser de nouveaux gisements. Alors, vous savez qu'il y a des gens qui réfléchissent, par exemple, sur le recyclage des urines humaines. Et puis, un autre lien fort, c'est le lien entre tous ces systèmes agricoles, la nécessité de maîtriser le cycle de l'azote et nos régimes alimentaires. Hein, on a parlé un petit peu plus de protéines végétales dans notre alimentation, peut-être moins de protéines animales, par exemple. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Sylvain. Venez prendre place avec nous. Nous espérons tous ensemble, et nous n'oublions pas Fabien qui est avec nous en distance, nous espérons que toutes ces interventions vous auront apporté des informations utiles, au moins intéressantes. Peut-être ont-elles aussi suscité parmi vous des questions. Donc ce que je vous propose, c'est que jusqu'à environ 11h15, si vous avez, je l'espère en tout cas toutefois, des questions pour nos intervenants, eh bien vous profitiez de cet instant pour les poser. Qui parmi vous aurait une question ? Lionel. Vous allez avoir de l'exercice à faire avec le micro en parcourant la salle. Merci par avance. J'ai une question pour Armelle et une pour Sylvain. Armelle, la place de l'Afrique, qui a quand même presque le quart de la SAU mondiale et pratiquement rien en utilisation d'engrais. Donc vous dites que les projections montrent qu'il va y avoir un décollage. Et qu'est-ce qui vous permet de penser que ça va enfin décoller sur la production agricole et pouvoir s'appuyer sur des engrais? Et Sylvain, 80% de l'azote perdu avant que la plante ne puisse s'en servir. Alors, je n'avais pas un chiffre aussi énorme. Alors, voilà, au niveau européen, moi, j'avais une efficience en tête, une efficience d'utilisation de l'azote de 60%, ce qui est déjà pas énorme. Mais alors là, 20%, ça fait plus beaucoup. Merci. Armelle. Je crois que le micro fonctionne naturellement. Ah oui, vous m'entendez? C'est bon. Oui, c'est une très bonne question. C'est vrai que je n'ai pas pu parler beaucoup de l'Afrique parce que j'ai présenté les grandes tendances et l'Afrique, si mes souvenirs sont bons, c'est 4% de l'utilisation mondiale d'engrais, mais avec des superficies énormes. L'Afrique, c'est compliqué. C'est très compliqué parce que c'est une multitude de pays avec autant de systèmes. Il y a pas mal en fait d'aides de la part des gouvernements africains, de subventions, d'aides ou d'aides aussi privées par les grandes compagnies cotonnières ou commerciales sur les plantations de thé, etc. Donc il y a des aides, mais on reste avec un taux d'utilisation qui est souvent bien inférieur à 50 kg de nutriments par hectare, ce qui est très bas. Évidemment, je ne me souviens plus de la moyenne mondiale, mais on est plutôt
autour de 100, voire plus. Oui, on est bien en dessous, de 50 kg par hectare. Et d'ailleurs, c'était un objectif pour l'Afrique d'atteindre ces 50 kg par hectare. Alors, il y a une tendance à la hausse qu'on voit. Il y a une tendance à la hausse sur les taux d'application par hectare, mais qui va bon an, mal an. C'est une expression, ça, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a quand même des grandes... c'est pas très régulier. Donc, phénomène climatique, phénomène politique, l'augmentation des prix des engrais. Il y a beaucoup de choses qui influent ce niveau. Et ce qui est intéressant, on regardait les chiffres hier, c'est que finalement, l'Afrique a réduit moins sa consommation d'engrais suite aux augmentations de prix qu'une région comme l'Europe de l'Ouest. Et ça, c'était assez surprenant. Mais finalement, quand on y pense, l'Afrique part d'un niveau beaucoup plus bas, donc finalement n'a pas tellement de marge pour réduire cette consommation. Et puis, il y a eu beaucoup d'aides qui ont été fournies, que ce soit par les gouvernements ou le secteur privé, de l'aide internationale, pour limiter ces pertes. Mais donc, on est optimiste, ça va continuer à augmenter, mais c'est vrai que ça reste très sensible. Donc la tendance est en dents de scie, on va dire, plutôt qu'une tendance régulière. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. J'aimerais être beaucoup plus... Mais alors voilà, et l'autre chose, c'est pourquoi c'est la région qui a le taux de croissance le plus fort d'ici 5 ans, c'est tout simplement parce qu'on est sur des niveaux assez bas. Donc, de fait, il y a une grosse marge de progression. Et c'est la région qui a la plus grande marge de progression au niveau taux d'utilisation par hectare. A priori, Lionel acquiesce en disant que la réponse a convenu à la question. Quel est le bon taux d'efficience de l'azote? Alors, le chiffre que tu cites, Lionel, est bon. Il concerne de 50-60%. Ça, c'est l'efficience d'utilisation de l'azote à l'échelle de la parcelle. C'est-à-dire ce qu'on va retrouver dans les organes végétaux rapporté à ce qu'on a apporté sur la parcelle. Le chiffre que moi j'évoquais, 20%, c'est entre la parcelle et ce qui arrive dans l'assiette. Donc il y a tout l'aval de la parcelle, notamment ce qui va passer par les animaux, qui donne lieu à pas mal de pertes. Et puis ensuite, il y a toutes les pertes, y compris jusque ce qu'on appelle pertes et gaspillage dans les ménages, etc. Quoi. Ou là encore. Alors, mais oui, justement, c'est intéressant parce qu'on pense souvent aux pertes et aux progrès qu'il y a à faire au niveau agricolo-agricole, alors qu'en fait, il y a plein de postes de pertes à l'amont et à l'aval, et que c'est au niveau de l'ensemble qu'il faut travailler. Voilà. Par exemple, les mesures récentes prises sur la valorisation des biodéchets, ça contribue aussi, si on fait des composts et qu'on les recycle en agriculture, au bouclage du cycle de l'azote. Merci Sylvain. Je vois une question un peu plus haut. Bonjour, oui, bonjour. Pierre-Yves Tourlière, Timacagro. J'avais une question pour Monsieur Santini, un peu aussi pour Fertilizer Europe. On a parlé de dépendance et d'importateurs nets en Europe. Bon, on l'a bien vu avec la problématique justement des crises successives qu'on a vécues. Est-ce qu'il y a une stratégie un peu comme on l'a dans le médicament de rapatriement stratégique des industries fertilisantes en France et en Europe, bien sûr, je ne vais pas dire France, mais en Europe, de par justement cette hyperdépendance aux importations de matières premières fertilisantes. Fabien ? Fabien, oui, c'est une bonne question. Merci pour la question. Il n'y a pas une stratégie au sens comparable à celle des médicaments, avec des achats groupés ou des stratégies qui ne sont pas des stratégies purement européennes, qui sont souvent en France. Vous avez sans doute souvent une vision un peu
plus interventionniste de ce genre de questions. Donc, on va dire qu'il n'y a pas de ce genre de stratégie ni pour les Anglais ni pour d'autres. Il y a des sujets sur lesquels la Commission s'est saisie de programmes un peu de développement de l'autonomie européenne. On peut citer les microprocesseurs ou les batteries, des choses comme ça. Derrière ces projets un peu pilotes, il y a une stratégie générale de réindustrialisation européenne pour tout ce qui est lié à la transition verte, on va dire. Et là, par contre, effectivement, vous allez avoir des interventions dans le cadre du règlement sur l'industrie net zero que nos collègues d'Agigro développent, le développement de la création d'une banque de l'hydrogène, où vous allez avoir un certain nombre d'interventions qui visent à rapatrier ou en tout cas installer clairement des capacités d'industrie propres en Europe pour contribuer à cet objectif net zéro. Plus généralement, vous avez aussi un débat qui monte sur l'autonomie stratégique ouverte de l'Union européenne. La présidence espagnole a animé une discussion avec les ministres de l'Agriculture sur cette question. Et là, je vous parle de l'autonomie stratégique ouverte en général, mais il y a un volet particulièrement agricole où on note que les deux principales dépendances de notre système agricole et alimentaire en Europe sont les engrais et les protéines. Ça a été aussi cité par Sylvain. Donc ce sont les deux sujets sur lesquels le débat va continuer à se cristalliser et peut-être continuer à progresser, notamment dans tout ce qui est la préparation de la PAC, la prochaine PAC. On est déjà... on vient de commencer à appliquer, ça on a 1 an d'application de la PAC. Demain sera publié le rapport sur 1 an d'application de la nouvelle PAC. Mais on sait que la proposition d'une possible nouvelle PAC après 2027, elle doit être faite fin 2025, on est fin 2023. C'est demain, fin 2025, donc on commence à réfléchir. Donc cette question de l'autonomie stratégique européenne, y compris pour les engrais, va sans doute marquer le débat sur la prochaine PAC. Merci Fabien. Antoine, vous souhaitiez apporter un complément? Oui, merci pour la question en fait. Je vais me distancer un peu de ce que dit Fabien. Dans ce temps de crise à répétition, nous venons d'avoir plusieurs crises, la sécurité alimentaire est vraiment cruciale. C'est quelque chose qu'il faut se dire. On a vécu des crises en Belgique, puisque je l'ai vécu. On s'est retrouvé, on n'avait pas de masque et donc on a eu une ministre de la Santé qui est parue à la télévision pour dire que le masque n'aide pas à arrêter le virus, c'est absolument psychologique. Et après quelques mois, ils sont arrivés à s'approvisionner de masques et du coup, c'était obligatoire de mettre un masque. Mais on peut faire ça avec des masques, on ne peut pas faire cela avec notre alimentation. On a besoin tous les jours de manger. Je pense que c'est Lénine qui a dit que toute société humaine est à 3 repas d'une révolution. Si on n'a pas à manger, ça amène directement à la révolution. Tout ça pour dire que oui, il y a des efforts qui sont faits aujourd'hui en Europe pour aider la réindustrialisation et la transition, mais c'est loin d'être suffisant. Il faut beaucoup plus. Et ce que nous, en tant qu'industrie européenne, nous demandons, c'est vraiment une décision politique d'avoir une stratégie pour les engrais, l'industrie des fertilisants et la chaîne alimentaire. Merci Antoine. Merci. Bonjour. Pardon, je ne vous avais pas vu. Je vous en prie. Donc, c'est Myriam Mziane d'OCP. Donc, ma question est pour Madame Armel. Donc, il a été mentionné que l'Europe de l'Ouest a enregistré une baisse de 38% de consommation d'engrais all-in.
Donc ma question versus, quand on compare par exemple au monde entier, on parle de 8 ou 10% grand max. Donc ma question est pourquoi cette baisse significative pour l'Europe de l'Ouest particulièrement, et aussi est-ce qu'on a des chiffres par nutriment, c'est-à-dire la baisse de consommation par nutriment NP et K pour l'Europe de l'Ouest. Merci. Merci. Alors en fait, je réalise que j'ai peut-être mal... je vais retrouver mes chiffres. Donc je réalise que j'ai peut-être pas été très claire. La baisse de 38%, c'était pour... c'était pas pour l'ensemble des engrais, c'était pour le phosphore. Donc on a moins 20% sur 2 ans en Europe de l'Ouest, qui est énorme. C'est une des régions qui a le plus diminué sa consommation. Mais c'est tout compris. Pour l'azote, c'est moins 11%, le phosphore, moins 38%, et la potasse, moins 34%. Et c'est vrai que l'Europe de l'Ouest est l'une des régions qui a le plus réduit sa consommation de P et de K sur ces 2 ans, plus que l'Afrique, plus que d'autres régions. Pourquoi ? Alors je pense que c'est quelque chose qui a été vu, on l'a déjà vu en 2008. Il y a une forte sensibilité. Alors, bon, les agriculteurs en général ont tendance à privilégier, quand il y a une augmentation des prix des engrais, ils mettent tout sur l'azote. C'est-à-dire que si tous les prix ont augmenté, ils vont pour prioriser leur rendement, quoi, pour garantir un rendement. Ils savent qu'il faut tout mettre dans l'azote, quitte à laisser tomber le P et le K pour 1 an. Fabien y a fait référence. Et c'est quelque chose, c'est quand même... alors moi, j'essaie toujours de comprendre parce que je ne suis même pas sûre de pouvoir apporter une vraie réponse. Peut-être que Antoine ou Fabien pourraient compléter. Mais c'est hallucinant, en fait. Je ne m'attendais pas à une telle baisse en Europe. Et je pense qu'en Europe, les agriculteurs, je pense qu'ils sont des très bons chefs d'entreprise, en fait. Ils ont leurs priorités. Ils savent ce qui est important. Et puis après, bon, c'est vrai que la hausse... Les prix étaient plus élevés en Europe qu'ailleurs, donc une influence, voilà, ça, ils étaient plus pénalisés. Mais je pense que c'est des choix stratégiques. Après, ce qui est inquiétant, et je crois que c'est Fabien qui a fait référence également, c'est qu'on ne voit pas de rétablissement de l'utilisation de P et de K, en tout cas à court terme. C'est un rétablissement très partiel, alors que l'azote s'est quand même pas mal maintenu, on revient au même niveau. Le P et le K ne reprennent pas, et pas tout de suite. Alors c'est ce qu'on a vu en 2008 également, hein. Ça a mis quelques années à revenir, mais ça m'a marqué, je crois que c'est un graphique que vous avez présenté, Sylvain, où on voit le décrochage de la fertilisation en P et K. C'était en France, c'est ça ? Et en fait, il y a eu un décrochage en 2008, on n'est jamais revenu à une fertilisation comme avant. Est-ce qu'il va y avoir un nouveau décrochage ? Je pense que c'est inquiétant. Oui, quoi, ça peut être inquiétant au niveau santé des sols. Donc je vais laisser les experts parler. Mais donc voilà, je n'ai pas une réponse à la question. Je pense que ça en soulève d'autres. Mais clairement, ça vaut le coup de se demander ce qui se passe. Une question supplémentaire ? Oui ? Oui, Mathieu Bravin du CIRAD. J'ai 2 questions. Une pour M. Santini à propos, donc c'est un peu le corollaire de la question de Lionel sur l'Afrique, mais pour les régions ultra-périphériques de l'Europe, pour savoir s'il y avait eu ou s'il y a encore des mesures de soutien pour l'approvisionnement en engrais de ces régions-là, notamment de l'outre-mer français, quand on sait la fragilité du secteur agricole et l'importance de ce secteur dans ces régions-là, à la fois d'un point de vue social et économique. Et la deuxième question est pour Sylvain Pellerin. Par rapport aux nouveaux gisements de matières fertilisantes d'origine résiduaire, quand on revient à l'expertise scientifique collective MAFOR, là, qui date de presque 10 ans maintenant, il y avait quand même une écrasante majorité quantitative des MAFOR d'origine animale, ce que tu as très bien dit. Et du coup, ces nouveaux gisements étaient vraiment c'était pas négligeable, mais c'était presque l'épaisseur du trait. Est-ce que la vision qu'on en a aujourd'hui, les développements, tu en as souligné un autour des fesses d'origine humaine, est-ce qu'on imagine que quantitativement, ça va pouvoir être un peu plus significatif que ce qui avait été estimé il y a 10 ans ? Fabien ?
Oui, et merci pour la question, parce que c'est une question auquel je n'ai pas de réponse, je n'en sais rien. Mais ça me permet de dire autre chose. Et d'abord, ça va me permettre de me renseigner, parce que c'est une question intéressante de savoir. Je pense que ce qu'on gère à la DG Agri, ce sont des aides plutôt sur les aliments, l'approvisionnement alimentaire. Mais il y a peut-être d'autres choses dont je ne suis pas au courant à la DG Régio et je vais me renseigner. Mais en tout cas, ce qui est clair, dans toute la réflexion je vous ai un peu parlé sur l'autonomie stratégique, et puis on a aussi une réflexion plus court terme sur la préparation aux crises de sécurité alimentaire. Je partage parfaitement ce qu'a dit Antoine sur le fait que la sécurité alimentaire, c'est essentiel. On considère que globalement, sur le court terme, la sécurité alimentaire n'est pas menacée en Europe. Pour le moment, mais ça ne nous empêche pas d'y faire attention. On a notamment monté un mécanisme de préparation et réponse aux crises de sécurité alimentaire à la suite du Covid et qui a servi un peu au moment de l'Ukraine. Et une des conclusions du Conseil, lorsqu'on a proposé ce mécanisme, le Conseil des ministres de l'Agriculture, ça a été de porter particulièrement attention aux régions ultra-périphériques qui sont dans des situations de dépendance souvent beaucoup plus grandes. Je n'avais jamais perçu que c'était sur les engrais aussi, et je vais me renseigner, mais sur l'alimentation, c'est clair, et c'est un sujet sur lequel on continuera à travailler à la Commission, et qui veut dire aussi que les régimes de soutien POSEI sont importants. Bon, encore du travail. Sylvain ? Oui, ce que tu dis est tout à fait vrai. Hein. Le gros gisement, ce sont les effluents d'élevage. Et il y a encore beaucoup de progrès à faire. Alors, comme je l'ai dit, pas tant en termes de mobiliser ce gisement, parce qu'il est déjà mobilisé. Les effluents d'élevage retournent au sol, même s'ils passent par des méthaniseurs. Mais il y a des progrès à faire en termes d'optimisation, hein, ce que j'ai dit, essayer de réassocier élevage, agriculture à différentes échelles pour mieux recycler. Alors oui, le fait que les autres gisements, ça apparaît pas très important par rapport à cet énorme gisement, c'est vrai. Alors, si on imagine quand même qu'on va vers, enfin, je sais pas, des développements de l'agriculture biologique comme on l'imagine à l'Europe, là, je sais plus si c'est 30% des surfaces, bon voilà, et que donc on n'utilise pas sur ces surfaces d'engrais minéraux, le fait de pouvoir mobiliser d'autres gisements devient quand même significatif, quoi, dans des modèles comme ça. Merci Sylvain. Antoine, un mot supplémentaire et après on reprendra les interventions. Oui, si je peux intervenir aussi. Je suis tout à fait d'accord, hein, tout ce qui est effluent d'élevage sont déjà utilisés. Il reste quand même un potentiel important dans les bouts des stations d'épuration. C'est quelque chose qu'on a regardé avec ESPP, European Sustainable Phosphorus Platform. Et pour le phosphate, le potentiel total, hein, théorique, il va de 20 à 40%, donc il n'est pas négligeable. Il est un peu moins pour l'azote, mais il y a effectivement un potentiel. Maintenant, c'est assez difficile à mettre en place, d'une part, de recueillir tous ces gisements secondaires de phosphate. D'autre part, il y a encore beaucoup à faire au niveau technologie pour transformer des bouts de stations d'épuration en phosphate disponible pour les plantes. C'est ça plutôt le challenge technologique. Merci à chacun d'entre vous. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'il est 11h15. Hein, nous reprenions les deux interventions de cette partie de notre session plus technique. Et je propose que nous puissions accueillir maintenant Aristide Aulou. Aristide, bienvenue parmi nous. Aristide qui est chez Arvalis ingénieur R&D et qui lui va nous présenter une optimisation de la fertilisation azotée à l'échelle des systèmes de culture dans un contexte économique tendu. Vous avez environ un quart d'heure de présentation et on laissera place après à quelques minutes s'il y avait des questions pour y répondre. Hein ?